Elle nettoyait les maisons des riches jusqu'au jour où l'une d'elles l'aspergea volontairement de boue. Ce que cette femme ignorait, c'est que quelqu'un la regardait. Tu as déjà eu une de ces journées où tu as l'impression que le monde entier te met à l'épreuve. Pas bruyamment, sans sirène ni cri, mais par de petites humiliations, mesquines, insidieuses, qui te collent à la peau bien plus longtemps qu'elles ne devraient. Keisha Monroe vivait précisément une de ces journées. Il était 17h17 et la pluie venait tout juste de s'arrêter à Burlingame, en Californie. Pas assez pour inonder les rues, juste de quoi tapisser les trottoirs de flaques couleur café froid. Des flaques impossibles à éviter, même avec toute la prudence du monde. Et Keisha, elle était toujours prudente. Elle se tenait près du bord de Hill Point Drive, une rue où les maisons portaient des noms, et où les portails répondaient à l'interphone. Elle venait de terminer son dernier ménage de la journée. Son dos la lançait, ses baskets étaient trempées, et son épaule lui faisait mal après avoir trimballé tout l'après-midi un sac rempli de produits de nettoyage. Son uniforme, un polo bleu marine et un pantalon kaki n'étaient pas conçus pour le confort, mais il était propre. Elle était propre. C'était important pour elle. Elle vérifiait les horaires de bus sur son téléphone quand elle entendit le ronronnement bas d'un moteur derrière elle. Keisha leva les yeux. Un BMW X5 blanc, impeccable, ralentissait à l'approche du virage. Elle reconnut tout de suite la voiture. Et celle qui la conduisait. Sloan Pembroke. Le genre de femme qui marche toujours comme si elle était en retard à un rendez-vous important, même quand elle n'allait nulle part. Ses cheveux blonds tirés en arrière si fort que ça devait faire mal, ses lunettes de soleil vissées sur le visage comme une armure, même à l'ombre. Elle appartenait à cette richesse qui rend invisible quiconque ne lui ressemble pas. Keisha avait travaillé une seule fois chez elle. Une seule. Le contrat s'était terminé sans au revoir, sans merci, sans explication. Leurs regards se croisèrent à travers le pare-brise. Keisha recula d'un demi-pas. Elle n'aurait pas dû. Il y avait largement de la place sur la route. Mais quelque chose dans le regard de Sloan lui ordonnait de bouger. Puis la voiture dévia légèrement vers la droite. Le pneu avant éclaboussa la plus grosse flaque de la rue. L'eau sale jaillit sur Keisha, trempant son pantalon, son sac, même le devant de sa chemise. Elle sursauta, une inspiration coupée nette. Le froid la saisit avant même que la honte n'ait le temps de s'installer. La BMW ne ralentit pas. Pas un instant d'hésitation. Elle glissa sur l'asphalte comme si de rien n'était. Mais Keisha l'avait vu. Ce rictus, juste avant que Sloan appuie sur l'accélérateur. Ses lèvres retroussées en un sourire crispé, amer. Ce n'était pas un accident. C'était délibéré. Keisha resta là, dégoulinante. Ses mains agrippaient les sangles de son sac, sa mâchoire était serrée, son cœur battait trop fort. Elle ne bougea pas. Ne cria pas. Ne pleura pas. Elle se tenait droite, immobile. De cette immobilité qui précède une fracture intérieure. Mais de l'autre côté de la rue, quelqu'un regardait. À Burlingame, toutes les voitures de luxe ne retiennent pas l'attention. Mais un BMW blanc qui vire exprès pour tremper une jeune femme? Là, on regarde. Jonas Rek avait tout vu, depuis le trottoir opposé. Il n'aurait même pas dû être là, pas exactement. Il était sorti prendre un appel en privé. À l'intérieur, la réunion d'équipe était trop bruyante, et il détestait être interrompu. L'appel venait de se terminer une minute avant l'éclaboussure. Il rédigeait un texto quand il vit la voiture se déporter, comme un requin tournant autour de sa proie. Puis l'eau jaillit. Elle la frappa de plein fouet. Pas une éclaboussure, non. Un déluge. L'humiliation publique, jusqu'à la moelle. Jonas grimaça. Il s'attendait à ce que la conductrice s'arrête, baisse la vitre, présente des excuses. Rien. Ce n'était pas qu'une voiture. C'était Sloan Pembroke. Et cette jeune femme, debout là, trempée, la boue dégoulinant le long de ses jambes comme si elle avait été visée par une lance à incendie, il la connaissait, lui aussi. Elle s'appelait Keisha Monroe. Elle faisait partie des personnes recrutées grâce à une initiative pour l'emploi local, financée l'année précédente par la fondation de Jonas. Il l'avait rencontrée au centre communautaire, lors du lancement du programme. Discrète, mais déterminée. Elle posait les bonnes questions, prenait des notes. Du genre à ne jamais parler de ses galères. Elle les portait en silence, comme un vieux sac à dos qu'on a appris à ne plus mentionner. Jonas se souvenait d'elle parce qu'elle n'avait pas demandé l'aumône.
Elle avait demandé une chance. Il ne bougea pas tout de suite. Ses yeux suivirent la BMW qui disparaissait derrière les haies de la propriété Pembroke. Puis il regarda Keisha. Elle n'avait pas essuyé son visage. Elle n'avait pas bougé d'un pouce. Elle restait là, trempée, dans un silence si dense qu'il semblait traverser la rue et lui écraser la poitrine. Jonas ressortit son téléphone. Pas pour écrire. Il prit une photo. Pas d'elle. Il ne ferait jamais ça. Il captura l'arrière de la BMW avant qu'elle ne tourne à l'angle. La plaque, le modèle, le moment. Puis il traversa la rue. « Excusez-moi, dit-il doucement, la voix basse, comme s'il s'approchait d'un oiseau effrayé. Vous allez bien ?» Keisha cligna des yeux, comme si elle ne l'avait pas remarqué jusque-là. Sa bouche s'entr'ouvrit, mais aucun mot n'en sortit. Il attendit. Elle finit par murmurer, « Vous avez vu ça ?»« Oui. Je l'ai vu. » Elle détourna rapidement le regard, honteuse. Jonas le lut sur son visage, ce combat intérieur entre la voix qui dit « Laisse tomber » et la colère qui commence à bouillir au creux du ventre. « Je sais même pas ce que je lui ai fait » murmura Keisha. « J'ai juste nettoyé sa cuisine. » Même pas plus de 2 heures. Jonas hocha la tête. Elle ne cherchait pas la pitié. Elle cherchait à comprendre. « C'est quoi votre nom déjà » demanda-t-il. Elle le regarda, hésitante. « Keisha ?»« Keisha Monroe. »« Jonas Reck » répondit-il avec un petit sourire. « Je crois qu'on s'est rencontrés l'an dernier au Southwood Center. Vous posiez des questions sur les frais de licence pour lancer votre entreprise. » Elle marqua un temps. « Vous vous souvenez de ça ? » « Bien sûr. Vous n'êtes pas le genre de personne qu'on oublie. » Keisha baissa les yeux vers son pantalon trempé, puis regarda de nouveau la route. Sa voix se raffermit. Elle l'a fait exprès. Je le sais. Elle le regarda à nouveau, cette fois avec autre chose dans les yeux. Ce n'était plus de la honte. Ce n'était même plus de la colère. C'était une décision. Mais ce que Keisha ignorait encore, c'est que son histoire n'allait pas rester petite. Le pire, ce n'était pas la boue, ni l'eau froide, ni le pantalon ruiné. Ce n'étaient même pas les regards des passants, ces automobilistes qui faisaient semblant de ne rien voir. C'était ce rappel cruel, brutal, de la place qu'on lui assignait dans des quartiers comme celui-ci. Keisha s'assit sur le banc de l'arrêt de bus, toujours trempée, les bras croisés contre son ventre comme pour se maintenir en un seul morceau. Elle ne pleura pas. Pas parce que ça ne faisait pas mal, mais parce qu'elle avait compris depuis longtemps que pleurer en public, c'est donner aux gens une excuse pour vous ignorer encore plus. Jonas lui avait proposé de la raccompagner. Elle avait décliné poliment. Il y avait quelque chose dans le fait d'être seule quelques minutes, même sur un banc mouillé, qui l'aidait à penser. Elle fit défiler son téléphone sans but au début. Puis son pouce s'arrêta sur un vieux brouillon de projet qu'elle travaillait depuis un moment. Monroe Cleaning and More. Un nouveau départ, pièce par pièce. Ce nom, ça comptait pour elle. Ce n'était pas juste du ménage. C'était la dignité. C'était faire en sorte que les gens se sentent chez eux, même quand tout va mal. Elle avait grandi chez sa tante, dans un 2 pièces à 6 personnes. Chez elle, propre voulait dire ordre. Et ordre voulait dire paix. À 20 ans, Keisha avait décroché son premier job à frotter les sols d'un motel du centre-ville. Ce n'était pas glamour, mais c'était honnête. Les 5 années suivantes, elle les passa à enchaîner les heures dans des restaurants, des bureaux, puis enfin dans des maisons de luxe. La paix était meilleure dans des quartiers comme Burlingame. Mais les regards, le silence, eux, restaient les mêmes. Puis il y avait eu Sloan Pembroke. Keisha avait nettoyé sa maison une seule fois. En remplacement. Une collègue malade. Une fois, c'était tout. Elle se souvenait de la façon dont Sloan ne lui avait jamais dit bonjour, ne lui avait jamais offert un verre d'eau, et n'avait jamais croisé son regard. Cet après-midi-là, Keisha avait accidentellement renversé un petit plateau en argent près de la cheminée. Rien ne s'était cassé. Elle l'avait ramassé, nettoyé soigneusement chaque objet, mais elle avait vu Sloan l'observer depuis le couloir. Aucune parole, juste ce regard, comme si Keisha avait laissé des empreintes digitales dans l'air. Le lendemain, l'agence de ménage lui avait annoncé qu'elle n'était plus affectée à ce secteur. Elle n'y avait pas repensé depuis, jusqu'à maintenant. Et maintenant, elle n'arrivait plus à s'en détacher.
Ce n'était pas une histoire d'eau de flaque. Ni une voiture qui dérapait. C'était une histoire de pouvoir. Keisha se redressa et ouvrit l'application de notes de son téléphone. Elle se mit à taper. Pas pour son plan d'affaires, cette fois, mais pour elle-même. Elle a voulu me rapetisser aujourd'hui, mais elle ne sait pas que j'ai déjà été petite. J'ai été invisible. J'ai été la bonne. J'ai souri quand je n'en avais pas envie. Mais je n'ai jamais laissé cela m'endurcir. Aujourd'hui, elle m'a mouillé, mais elle ne m'a pas brisé. Elle enregistra la note, verrouilla son téléphone. Le prochain bus n'arriverait que dans 12 minutes. Elle s'essuya les mains sur son sac et leva les yeux. C'est là qu'elle le vit de nouveau. Jonas, debout près d'une berline noire, à l'angle de la rue. Il ne fit pas signe, restait là, immobile. Pas parce qu'il doutait de sa capacité à se débrouiller seul, mais parce qu'une part de lui savait ce que ce moment représentait vraiment. Ce n'était plus seulement à propos d'elle. De retour à son bureau, Jonas était assis à son bureau, les yeux fixés sur la rue à travers la fenêtre. Il ne s'impliquait généralement pas dans des affaires personnelles. Pas comme ça. Mais cette fois, ce n'était pas une affaire. C'était une question de caractère. Il consulta la liste des invités pour la prochaine cérémonie des Burlingame Civic Honor Gala. C'était le genre d'événement où l'ancien argent croisait les nouveaux donateurs, où les visages étaient bien lissés, et où les excuses arrivaient toujours trop tard. Sloan Pembroke figurait sur le comité d'accueil. Plus bas dans la liste, Keisha Monroe. Son nom avait été ajouté discrètement 2 semaines auparavant, dans la catégorie des nominés pour impact communautaire. Jonas se souvenait l'avoir signé lui-même. Elle ne le savait même pas encore. Il se renversa dans son fauteuil. Sloan avait joué sa carte. Il était temps pour lui de jouer la sienne. Mais Keisha n'était pas la seule à avoir une histoire. Et ce quartier avait la mémoire longue. 2 jours plus tard, Keisha reçut une lettre qui ne ressemblait pas aux courriers habituels. Ni facture d'électricité, ni coupon de magasin, ni rappel de rendez-vous. Une enveloppe blanche, épaisse, avec un sceau doré sur le rabat. Son nom était imprimé en lettres nettes et en gras. Mademoiselle Keisha Monroe. Elle faillit ne pas l'ouvrir, pensant à une erreur ou à de la publicité, mais à l'intérieur, c'était quelque chose qu'elle ne s'attendait pas à lire. Chère Mademoiselle Monroe, nous avons l'honneur de vous informer que vous avez été sélectionnée comme nominée pour la 12e édition annuelle des Burlingame Civic Honor Gala. Votre engagement exceptionnel envers l'intégrité, le service communautaire et l'excellence professionnelle n'est pas passé inaperçu. Veuillez accepter notre invitation à la cérémonie du jeudi 27 avril. Keisha relut la lettre 2 fois, puis une 3e. Elle s'assit à sa petite table de cuisine, tenant encore l'enveloppe comme si elle risquait de disparaître si elle clignait des yeux. Elle pensa à appeler quelqu'un, sa tante, sa meilleure amie Tasha, mais pendant 10 minutes, elle ne fit que fixer les mots. Elle ne savait pas que Jonas avait soutenu sa nomination. Elle ne savait même pas que quelqu'un avait remarqué ce qu'elle faisait depuis tout ce temps. Mais quelqu'un l'avait fait. Et maintenant, elle était invitée dans une salle qu'elle n'avait jamais imaginé fouler un jour. Le genre de salle dont Sloan Pembroke n'avait probablement jamais été exclu, ne serait-ce qu'un seul jour de sa vie. Keisha n'avait rien apporté pour un gala. Pas de robe formelle, pas de talons qui ne fassent pas mal. Mais elle prit une décision, là, à sa table, entourée de l'odeur du désinfectant au citron et du café de la veille. Elle irait, même si elle devait y aller en chaussures du dimanche et en robe de grand magasin à $40. Pendant ce temps, sur Gravy Heights Drive, Sloan Pembroke faisait tournoyer un verre de Pinot Grigio en consultant le plan de table de l'événement. Elle n'était pas seulement sur le comité d'accueil. Elle avait la main sur le déroulé de la soirée. Qui parlait, qui s'asseyait où, qui était remercié, qui était photographié. Son assistante, une jeune femme nommée Brie, au pas nerveux et trop rapide, lui signala quelque chose au milieu de la liste. Ce nom, Keisha Monroe. Elle figure parmi les nominés pour le prix civique. Sloan plissa les yeux. Keisha, répéta-t-elle comme si elle goûtait quelque chose d'amer. Brie acquiesça. Oui, elle a été ajoutée récemment. Je crois qu'elle travaille dans des programmes de bénévolat ou de soutien communautaire. Sloan ne répondit pas. Elle se tourna vers la fenêtre, son verre tournant lentement entre ses doigts. Elle se souvenait d'elle. Elle se souvenait de ce jour-là. Le plateau renversé, le silence, la décision de la retirer de la liste du personnel. Pas à cause de l'accident,
mais à cause de ce que Kesha représentait. Les petites mains n'ont pas leur place sous les projecteurs. C'était ça, le monde de Sloan, des règles tacites et des sourires cirés. Et voilà qu'elle revenait, la même fille, cette fois avec un pied dans une porte qui n'avait jamais été faite pour elle. Sloan posa son verre de vin et sourit. Mais pas le genre de sourire qu'on montre en photo. Le genre qui annonce qu'un plan est déjà en marche. Mais là à l'arrière, dit-elle à Brie. Et ne l'inclut pas dans la mosaïque photo du programme. Ce n'est pas un peu. Sloan la coupa d'un regard. Brie recula légèrement. Oui, madame. Sloan retourna à sa vue. La différence entre les femmes comme elle et les filles comme Kesha? Elle ne laissait pas le hasard décider. Elle s'assurait de l'issue. Mais le problème avec ceux qui contrôlent la lumière, c'est qu'ils ignorent toujours qui les observe dans l'ombre. Le jeudi soir arriva plus vite que Kesha ne l'avait imaginé. Les jours précédents avaient été un tourbillon de visites dans des boutiques de seconde main, de tutoriels maquillage sur YouTube et de confiance empruntée. Tasha, sa meilleure amie depuis le collège, lui avait proposé de tresser ses cheveux et lui avait prêté une paire de boucles d'oreilles qu'elle n'avait pas portées depuis le bal de promo. Kesha finit par enfiler une robe bleu nuit, élégante sans être moulante, sobre mais percutante. Le genre de tenue qui vous fait marcher plus droit, même si vous doutez d'avoir votre place. Elle vérifia son reflet une dernière fois avant de partir, se murmura. On y va. Puis monta dans un taxi. Le gala des Burlingame Civic Honor se tenait au Callahan Grand Hôtel, en plein centre-ville. Un lieu où tout sentait le bois ciré et l'argent ancien. Lustre en cristal, moulure dorée, et un quatuor à cordes jouant doucement du jazz au fond de la salle. Kesha entra seule. Pas de cavalier, pas d'invité, juste son nom sur une liste et ses épaules redressées. Elle donna son nom à la table d'accueil. La bénévole feuilleta quelques pages, puis lui remit une petite carte avec l'emplacement de sa table. « Vous serez à la table 23, dit-elle sans relever les yeux. Kesha hocha la tête et traversa la salle. La pièce était bondée de gens en smoking, en robe longue, arborant des montres luxueuses et échangeant des conversations si fausses qu'on pouvait presque entendre le vernis craquer. La table 23 était tout au fond, dans un coin à droite, pratiquement collée au poste des serveurs. Une séparation claire d'avec les sièges centraux réservés aux nominés et aux VIP. Elle s'assit en silence, tentant de ne pas laisser la morsure l'atteindre. De l'autre côté de la salle, Jonas Reg venait de terminer de serrer la main du maire. Il balaya la pièce du regard et repéra vite Kesha, reléguée dans l'ombre, loin de là où elle aurait dû être. Il s'excusa au milieu d'une conversation et se dirigea vers elle. « Kesha, dit-il, se penchant légèrement pour que personne ne l'entende. Ils t'ont mise ici ? » Elle haussa les épaules et tenta de plaisanter. Peut-être qu'il n'y avait plus de place devant. Non. Ce n'est pas ça. Sa voix était basse, ferme. Avant qu'elle puisse répondre, une voix forte résonna dans le micro. « Mesdames et messieurs, bienvenue à la 12e édition des Burlingame Civic Honor Gala. » C'était Sloan, vêtue d'une robe noire longue aux reflets argentés. Elle se tenait au pupitre comme si elle possédait non seulement la soirée, mais tout l'édifice. Son sourire était impeccable. Son ton, maîtrisé. Comme toujours, nous sommes réunis pour honorer les individus exceptionnels qui nous rappellent ce qui rend notre communauté si vivante, si forte. Kesha la regardait, les lèvres serrées. Elle ne savait pas ce qui piquait le plus, la façon dont la voix de Sloan flottait avec aisance dans la salle, ou le fait que personne ne semblait voir qu'il y avait un problème. Mais quelqu'un voyait. À la table des médias, un journaliste local nommé Cameron Stowe, en train de préparer un article sur les travailleurs communautaires oubliés, avait reçu un tuyau de Jonas plus tôt dans la semaine. Elle était venue avec son appareil photo, son carnet, et une mission silencieuse, mettre en lumière une nommée qu'on voulait déjà oublier. Lorsque le nom de Kesha fut omis pendant la présentation des candidats, Cameron plissa les yeux, puis se mit à prendre des notes. La soirée avançait, les prix étaient remis. Les lauréats défilaient sur scène, recevant plaques et applaudissements. Puis, dans la catégorie « Engagement communautaire », le présentateur s'éclaircit la gorge, la candidate dont les efforts ont discrètement transformé des vies, derrière des portes fermées. Mademoiselle Kesha Monroe. Kesha cligna des yeux. Il lui fallut une seconde pour réaliser que c'était bien son nom. Quelques têtes se tournèrent vers elle. Jonas se leva et lui fit signe de se lever. Kesha sentit tous les regards converger vers elle alors qu'elle traversait la salle, ses talons résonnant doucement, son cœur battant plus fort à chaque pas.
Elle passa devant plusieurs tables, y compris celle où se trouvait Sloan. Leurs regards se croisèrent. Cette fois, Kesha ne baissa pas les yeux. Le sourire de Sloan vacilla, l'espace d'un instant. Kesha monta sur scène et saisit le micro avec des mains qui ne tremblaient plus. Elle balaya la salle du regard. Ce qu'elle allait dire allait figer l'assemblée. Elle se posta au pupitre, ses doigts effleurant le discours de remerciement que les organisateurs y avaient laissé. Un texte standard. Prévisible. Vide. Mais elle n'était pas venue jusqu'ici pour être polie. Pas après ce qu'on lui avait fait. Pas après qu'on ait encore tenté de la rapetisser. Elle leva les yeux vers cette mer de visages. Richesse. Confort. Pouvoir. Tous drapés dans des sourires polis et des tissus hors de prix. Et là, à 5 rangs du devant, Sloan Pembroke, lèvres pincées, un verre de vin à la main. Kesha s'éclaircit la gorge. Je n'étais pas censé être ici ce soir, commença-t-elle, la voix douce mais ferme. Et je ne dis pas ça par modestie. Je veux dire que je n'étais littéralement pas censé être à cette table, à ce micro, sur aucune liste de nomination. Quelques rires nerveux éclatèrent dans la salle. Je fais le ménage, continua-t-elle. Je nettoie des maisons, des bureaux, des appartements. J'ai travaillé pour des gens qui ne connaissaient même pas mon nom, ou qui ne se sont jamais donné la peine de le dire. Et ça m'allait, parce que moi, je sais qui je suis. La salle se fit plus silencieuse encore. Je suis ici parce que quelqu'un m'a vu, à un moment où je croyais que personne ne regardait. Pas parce que je suis spécial, mais parce que je me suis présenté chaque jour et que j'ai fait de mon mieux. Parce que je crois que même quand on est invisible aux yeux de ceux qui occupent la pièce, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'y être. Elle fit une pause, laissant flotter ses mots. Son regard trouva celui de Sloan. Certaines personnes utilisent le pouvoir pour ériger des murs, pour diviser les espaces, pour te rappeler où elles pensent que tu devrais rester. Sloan resta de marbre, mais ses doigts se crispèrent autour du verre. Je l'ai vu de mes propres yeux. Des gens qui t'éclaboussent volontairement en passant. Des gens qui déplacent les noms, réorganisent les plans de table, tordent l'histoire, juste pour que quelqu'un comme moi se sente insignifiante. Plus personne n'osait bouger. Mais voilà la vérité, dit Kesha, sa voix gagnant en force. Vous pouvez me reléguer au fond de la salle. Vous pouvez m'effacer des photos. Vous pouvez salir mes vêtements. Mais ce que vous ne pouvez pas faire, c'est effacer mon nom des cœurs, des mémoires, de la vie des gens que j'ai touchés. Un murmure d'approbation se fit entendre. Puis quelques applaudissements. Puis d'autres. Je n'ai pas demandé à devenir une histoire, mais maintenant que j'en suis une, je vais la porter fièrement. Elle recula du micro. Pas pour attendre l'approbation. Pas pour observer la réaction de Sloan. Juste parce qu'elle avait fini. La salle éclata en véritables applaudissements. Rien de poli. Un tonnerre de mains qui frappait, résonnant contre les murs de cristal et les dorures, comme une vérité qu'on avait enfin lâchée. Jonah se leva, applaudissant lentement, régulièrement. Cameron Soto, elle, écrivait déjà à son rédacteur. Sloan Pembroke ne bougea pas. Elle se leva, ajusta sa pochette et glissa discrètement par la porte latérale, bien avant que le dessert ne soit servi. Personne ne la poursuivit. Personne ne la regretta. Kesha retourna à sa place. Non plus à la marge de la pièce, mais au centre de quelque chose de plus grand. Des gens vinrent lui serrer la main. Une conseillère municipale lui proposa de la recommander à de nouveaux clients. Un enseignant lui demanda si elle pouvait parler à ses élèves. Elle qui un jour était arrivée trempée de boue, brillait désormais de sa propre lumière. De retour à la table, Jonas se pencha vers elle. « Ça va ?» demanda-t-il. Kesha sourit largement. « Je vais plus que bien. Pour la première fois, je suis vue. Et une fois qu'on te voit, crois-moi, tu ne les laisses plus jamais t'oublier. » Le lendemain, le Daily Peninsula consacra sa une à l'histoire, du ballet au micro, le discours qui a secoué Birmingham. On y voyait une photo de Kesha, debout au pupitre, le regard lumineux, les mains ouvertes, comme si elle ne parlait pas seulement, mais disait tout haut une vérité que tout le monde murmurait. L'article de Cameron Soto ne ménageait personne. Elle parla de la boue, du changement de place, de l'effacement délibéré. Elle ne nomma pas Sloan Pembroke, mais tous ceux qui comptaient savaient de qui il s'agissait. Et Sloan aussi. Le téléphone de Kesha vibra toute la journée. Des amis perdus de vue reprirent contact.
Des commerces locaux lui offrirent leurs services gratuitement. Une boutique de Sonthéo proposa de sponsoriser son prochain look pour un événement. Mais ce n'est pas cela qui comptait le plus. Ce qui comptait, c'était le message reçu dans sa boîte mail cet après-midi-là. D'une femme qu'elle ne connaissait pas. Cher Kecha, moi aussi je fais le ménage. Je travaille dans cette ville depuis 12 ans et je me suis senti invisible chaque jour. J'ai regardé ta vidéo 3 fois hier soir. Je voulais juste te dire que, grâce à toi, je me suis senti fier. Pour la première fois depuis longtemps. Merci. Kecha lut le message 2 fois, puis s'adossa à sa chaise. Voilà pourquoi son discours comptait. Pas pour les applaudissements. Pas pour la soirée. Mais parce qu'ailleurs, quelqu'un comme elle marchait désormais la tête un peu plus haute. Une semaine plus tard, Kecha lança enfin le site qu'elle préparait depuis plus d'1 an, montrocléaningandemore.com. Ce n'était pas un site tape à accent grave-l'œil, mais c'était le sien. Elle y indiquait ses services, des formulaires de contact, des témoignages de clients qui la respectaient réellement. Jonas y ajouta une critique en vedette, Kecha est le genre de personne qui apporte ordre, soin et dignité dans tout ce qu'elle touche. En peu de temps, son agenda était plein pour 2 mois à venir. Pendant ce temps, à la réunion suivante du comité de Burlingame, Sloan Pembroke était absente. Aucun communiqué. Aucune entrevue. Silence complet. Les cercles mondains qui autrefois se penchaient vers elle s'éloignaient doucement. On se souvenait. Même si personne ne disait rien. Au centre communautaire de Southwood, là où Kecha s'asseyait autrefois discrètement au fond pour prendre des notes, on lui demandait désormais d'animer des ateliers pour de jeunes femmes commençant leur carrière. Elle venait toujours avec son même sac, parfois même en uniforme. Seule l'histoire avait changé. Pas besoin d'un tailleur pour mériter le respect, dit-elle un soir à un groupe. Il suffit de se respecter assez longtemps pour que les autres finissent par suivre. Tasha, sa meilleure amie, l'observait depuis le fond de la salle, les yeux brillants. Tu as toujours été faite pour plus, murmura-t-elle lorsque Kecha descendit du pupitre. Kecha sourit. Je devais juste arrêter d'attendre la permission. Il y avait encore des jours difficiles, des heures longues, des clients qui ne la regardaient pas dans les yeux. Mais désormais, elle savait exactement qui elle était. Et elle ne se rabaisserait plus jamais pour personne. Avant, elle attendait sur le trottoir, en espérant ne pas être éclaboussée. Maintenant, elle marche au milieu de la rue. Parce que la vérité, c'est que la boue ne colle que si on la laisse faire. Certains pensent que le pouvoir ne réside que dans l'argent, les titres, les voitures de luxe ou les portails dorés. Mais le vrai pouvoir, c'est se tenir debout quand on veut te faire disparaître. C'est entrer dans une pièce qui n'a pas été faite pour toi, et choisir de ne pas t'excuser d'y être. Kecha Monroe n'a pas changé le monde ce soir-là. Elle n'a pas gagné $1 million, ni posé en couverture d'un magazine. Elle n'en avait pas besoin. Elle a fait quelque chose de plus difficile. Elle est restée debout. Elle a dit la vérité. Et cette vérité a résonné assez fort pour que ceux qui faisaient semblant de ne pas voir soient enfin forcés de regarder. Voilà ce qu'on ne vous dit pas. Parfois, l'acte le plus radical, c'est de refuser d'être effacé. Et pour chaque Kecha, chaque personne piétinée, ignorée, rabaissée, ou poussée vers la sortie, rappelez-vous ceci. Vous n'avez pas besoin de crier pour faire du bruit. Il suffit de parler au bon moment. Alors, si vous regardez ceci et que vous avez déjà été éclaboussé par quelqu'un qui pensait vous être supérieur, ne le laissez pas vous arrêter. Construisez quand même. Tenez bon quand même. Présentez-vous quand même. Parce qu'un jour, ceux qui refusaient de prononcer votre nom n'auront plus d'autre choix que de le dire à haute voix. Et n'oubliez jamais, même quand le monde tente de vous couvrir de boue, vous méritez toujours d'être vu.